Eh bien, élèves arrêtés pour congé anticipé, ce n'est pas encore fini. Ça vous fait sourire, là, tout ça, pourquoi? Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini pour nous dire qu'il y a des... comment vous dire ça? Et ça va continuer devant la justice, des choses comme ça. Bon, parce que c'est une manchette, donc je ne sais pas trop. Mais si c'est pour dire, bon, Boga avait donné son avis, quand notre chaîne l'a interrogé, il avait dit que lui, à partir du moment où on arrêtait ça au centre de redressement, il était content. Bon, là, quand on entend, est-ce que l'une des hypothèses, c'est que ça peut se poursuivre devant la justice? Bah, allez-y. Non, mais non, bon, enfin, moi, je pense que l'État n'irait pas jusque-là. Voilà. D'abord, vous voyez, quand ce genre de phénomène arrive dans le milieu scolaire et universitaire, il ne faut pas tout de suite jeter la responsabilité sur les élèves et les étudiants. Et les enseignants, et les familles, et les parents, et l'État lui-même, on a tous une part de responsabilité. Et quand la FESI m'avait convié à son congrès, son 11e congrès, j'ai dit clairement au secrétaire général de la FESI, à toute la FESI, qu'elle a là aussi un grand rôle à jouer. Parce que ça se passe dans le milieu scolaire et universitaire. Quand on est un syndicat fort, quand on dit être la voix de tous les étudiants et les élèves, quand il y a un phénomène qui dégrade l'image de l'étudiant, le syndicat étudiant doit prendre aussi les devants. Ce n'est pas toujours quand il y a les conflits avec l'État qu'il faut intervenir. Je pense que ça a été très bien accueilli. Non, ce que je veux dire, c'est que oui, on n'avait pas de solution. Et à un moment donné, l'État a préconisé de les envoyer dans un centre. J'ai vu quelques amis qui ont estimé qu'il y a une sorte d'extrapolation, de dictature. Il y a un juste en face de... Moi, je vais répondre tout à l'heure. Oui, bien sûr. Donc, à cela, je veux dire que moi, je préfère encore que ce soit un centre de correction, parce que c'est ainsi qu'on l'a appelé d'ailleurs. Après notre réaction, le Conseil national des droits de l'homme a dépêché une équipe sur place. Parce que vous savez, la question des droits de l'homme, ce n'est pas seulement Dr Boga, il y a plusieurs structures. Moi, j'ai appartenu à la LIDO, à l'APDH, il y a le Conseil qui est un instrument de l'État. Normalement, même s'il était très efficace, les ONG auraient même baissé en activité parce qu'il est financé par l'État, il y a des moyens. S'il jouait vraiment son rôle, je le dis parce que j'ai appartenu, quand j'étais secrétaire exécutif du CNDH. C'est nous qui avons créé cette institution-là. Donc je le dis aisément. Mais est-ce que les sanctions ne vont pas un peu loin quand on parle ici de traduction des élèves fautifs en conseil de discipline, des sanctions allant jusqu'à l'exclusion temporaire ou même la radiation des élèves fautifs? Est-ce que finalement on n'a pas envie de dire ils ont déjà montré l'exemple? On a déjà vu que c'était condamnable. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus doucement? On a le ministre de la Jeunesse, donc il nous dit s'ils commettent des actes de violence, ils peuvent se retrouver en prison ou au centre de service civique. Donc on n'exclut pas l'idée que ces enfants aillent en prison. Oui, moi c'est ce que je dis. Là, je suis en train de plaider en quelque sorte pour dire que l'exemple a été bien donné. Et je crois que ça va servir de leçon aux autres. Maintenant, à partir de là, si vous voulez, l'État peut maintenant rendre... Parce que ce qu'on a critiqué, c'est que, comme vous me dites qu'Alain Toussaint était opposé, c'est qu'on n'avait jamais vu cela dans notre pays. Or, il faut qu'on officialise ces choses-là pour dire que si un élève récalcitrant, qui est indomptable dans l'établissement et qui sème des troubles à l'ordre public aussi graves, on l'enlève à l'école et on le met au centre. Et moi, nous, on est allé plus loin. Moi, je voudrais qu'on ramène le service civique obligatoire dans notre pays pour qu'on réapprenne le civisme et surtout le respect du drapeau. Allez, on va terminer parce qu'on a déjà votre point de vue. Celui qu'on n'a pas, c'est celui de la part du défenseur des droits de l'homme qui parle là maintenant d'obligation. Bon, je pense qu'on va assister à un autre... Faisons très attention. La question des enfants est d'abord juridique et ensuite sociale. Merci. Le code pénal ivoirien, c'est-à-dire la politique pénale ivoirienne, traite de façon particulière le statut du mineur. Okay. N'oublions pas que tous ces enfants-là sont des mineurs. Un mineur en Côte d'Ivoire, celui qui a moins de 18 ans, au sens pénal. Très bien. Et lorsque vous avez moins de 10 ans, on ne peut rien vous faire. Vous bénéficiez d'une irresponsabilité absolue. Okay. C'est-à-dire que si par extraordinaire, on retrouvait des enfants de 10 ans au centre de Bimbresso, la responsabilité de l'État serait engagée. De 13 à 16 ans, il y a l'excuse absolutoire. C'est-à-dire, on reconnaît qu'il a commis, mais on ne peut rien lui faire. D'accord. Je pense qu'il faut d'abord respecter les tests. Les droits de l'homme, c'est les tests. On est d'accord avec ça. Au-delà du droit, il y a la question sociale. Il y a la question après. sociale. L'enfant est un résultat. Le résultat d'une éducation. Et qui éduque l'enfant? Les parents, l'école, la société. La société. Très bien. Est-ce que les enfants sont dans un cadre idéal à la maison? Est-ce qu'ils sont dans un cadre idéal à l'école? Prenons le cas de la maison. La société de consommation fait que nous tous, nous sommes occupés. Très bien. Nous sortons à 6 heures, nous rentrons à 20 heures. On ne voit même pas les enfants. Combien d'Ivoiriens connaissent le nom du principal de leur enfant? Ils connaissent l'école de leur enfant.
ont une fois échangé avec leurs enfants, avec les enseignants. Voici des questions inaugurales. On est d'accord. Au niveau de l'école, est-ce que le cadre scolaire favorise le bien-être des enfants? Très bien. 2 cas. Le surnombre. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous avons 2019 établissements scolaires au niveau du secondaire. Ça fait 37 000 classes. D'accord. Ce qui fait 2 110 élèves. Comment on résout Ça le fait problème? un ratio Maintenant, de comment on 55 élèves Justement. par classe. Comment on résout Alors le que problème selon qui a les duré normes depuis internationales, 10 ans? il faut Tout ça, là, 35 on par le classe. sait. Non, mais c'est important. Attendez, On le d'accord. sait. Mais Mais maintenant, maintenant, depuis 10 ans, il y a un Laissez-le phénomène. finir. Alors, on est d'accord. Alors, Comment et on donc, résout cela? donc, il y a le problème du surnombre. Ok. Est-ce que le nombre n'impacte pas l'éducation de l'enfant à l'école? C'est ça. D'accord. Première interrogation. Deuxième interrogation, c'est la marchandisation de l'école. Dans l'enseignement secondaire, toujours avec mon exemple, 74% des établissements sont du secteur privé. Dans le secondaire technique, 99% sont du secteur privé. Très bien. Vous comprenez bien? Est-ce que l'État parfaitement. peut valablement laisser sa mission de service public entre les mains d'opérateurs économiques et atteindre Donc, un résultat d'éducation Il faut qu'ils se et donnent des d'information? congés anticipés. Non, il faut d'abord interroger. La c'est- faute n'est pas aux enfants, la faute est aux parents.